Je suis toujours un peu enroué, ça fait des années que ça dure. Et tant que ça ne s'aggrave pas, je peux parler. Voilà. Bon, alors moi je viens régulièrement en Creuse où je suis né à Saint-Sylvain-Bellegarde, c'est les hasards de la vie. Je reviens de temps en temps et Robert surveille le truc pour voir si les jours coïncident avec la période du salon. Là, ça ne coïncidait pas tout à fait, mais je suis là ce soir pour parler avec vous. Et je vous remercie, je vous félicite d'être venus si nombreux alors qu'il fait tellement chaud. Normalement, vous devriez faire la sieste dans les caves et ne sortir qu'après. D'ailleurs, dans quelques années, il n'y aura plus jamais de réunion dans la journée. Et la façon dont ça tourne. On verra. Alors, dans les églises réaffectées, fraîches. Alors, comme je l'ai dit à chaque fois, j'ai passé ma vie non pas dans la politique, mais dans le pouvoir, par les hasards heureux de la vie. Un temps très long, dont les 3 cohabitations. Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur, Chirac-Jospin. Donc ce que je dis n'a jamais aucun caractère politicien. C'est uniquement fondé sur une très longue expérience du pouvoir, de la réalité en fait. Je ne suis pas un théoricien, un réaliste. Je connais la réalité du monde. Parce que j'ai été jeté dedans à 34 ans grâce à Mitterrand. Bon. Et j'ai passé ma vie à observer les grandes crises, à voyager, à rencontrer les grands dirigeants. J'ai vu travailler plusieurs présidents américains, plusieurs chanceliers allemands, etc., etc. Donc, vous pouvez être d'accord ou pas avec ce que je raconte, mais ça n'est jamais partisan. Retenez-le, c'est très important pour moi. Alors aujourd'hui, attendez, je vais voir quelque chose. J'ai pris des précautions. Comme si j'étais dans le désert, bien. Alors, compte tenu du sujet qui a été mis en avant, et je vais parler en 2 parties, pas très longuement, mais 2 parties. D'abord, décrire l'état du monde, le chaos, pas au sens guerre, au sens des scientifiques, un monde imprévisible, instable. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Le on, ça dépend si on est un président, un maire, un citoyen, un animateur d'association, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bon, le premier point, les Européens, dont on fait partie, même si les Français se croient très très originaux, les Européens ont vraiment cru des choses qui n'ont pas marché en fait, qui étaient hyper sympathiques, mais qui n'ont pas bien marché depuis plusieurs dizaines d'années. D'abord, je vous rappelle qu'après la guerre, ce sont les Européens qui ont demandé aux Américains de les protéger. On peut parler d'impérialisme américain à propos d'autres choses, mais pas là. C'est une demande européenne. Donc il y a eu l'Alliance Atlantique à la demande des Européens. Et ça n'a pas bougé. Et quand les présidents français, de Gaulle jusqu'à Macron, qui a essayé de relancer le truc, disaient aux autres Européens il faudrait qu'on s'affirme plus en tant qu'Européens, les autres disaient non, surtout pas. Surtout pas, ça n'a jamais été soutenu. À aucun moment. À aucun moment. Les autres Européens, disons, on a la protection américaine, c'est génial, on va en profiter pour faire des sociétés merveilleuses fondées sur la protection sociale, l'État-providence, etc. Et on ne va pas se préoccuper de la sécurité. Ça dure depuis l'après-guerre. Depuis l'après-guerre, en fait. Et alors, dans cette période, quand l'Union soviétique s'est effondrée, fin 91, la vraie date, c'est pas l'histoire du mur de Berlin qui serait ouvert de toute façon. C'est la fin de l'URSS, la question. Les Européens se sont dit, c'est merveilleux, on entre dans la communauté internationale. Et nos valeurs, qui sont universelles, vont s'imposer partout. Et on va négocier sur la base hyper sympa du multilatéralisme. Ça, c'est les idées des Européens. Plus les dividendes de la paix. Il n'y a plus la guerre froide, donc dividendes de la paix. On va écraser les budgets de la défense partout pour augmenter les dépenses sociales, l'aide de culture, etc. C'est ce qu'ont cru les Européens, notamment de l'Ouest. Bon, ils ont cru ça énormément, énormément. Ils n'imaginaient pas une seconde qu'un jour, un président américain remettrait en cause tout ce à quoi croient les Européens. Donc les Européens sont en première ligne aujourd'hui. Ce que fait Trump est très embêtant pour les Russes, pour les Chinois, pour l'Afrique, pour le Brésil, etc., pour l'Inde, mais c'est encore plus déstabilisant pour les Européens.
Parce que Trump rejette, de toute façon qu'on peut juger scandaleuse, atroce, etc., mais dans les faits, il rejette tout ce à quoi les Européens ont cru, et que j'ai rappelé. D'ailleurs, quand l'URSS avait disparu, les Américains n'avaient pas dit c'est la communauté internationale, qui n'existe pas en fait, c'est un objectif louable. Bon, ils avaient dit on a gagné, point, on a gagné. Et les gens de cette époque, à 20 ou 30 ans, ne pensaient pas du tout qu'ils aient besoin de s'occuper des pays des Balkans, de l'Ukraine, du Proche-Orient, etc. Donc l'idée de l'époque Clinton, vous vous rappelez de Clinton, qui était séduisant en fait, c'était on a gagné, l'histoire est finie, nos valeurs s'imposent partout. Et on est tellement gagnant qu'on peut mettre la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, même si elle ne remplit aucune des conditions. On s'en fiche, on est tellement fort. On a tellement gagné. Donc voilà l'interprétation américaine du triomphe historique. Et ceux qui disaient c'est pas évident, il y a des risques d'affrontement, il y a le choc des civilisations, blablabla, n'étaient pas crus du tout. Donc il y a une longue période qui était très clintonienne, où si on prend le théoricien de la fin de l'histoire, Fukuyama, période fukuyamesque. Les Européens en tête, mais pas au nom de la fin de l'histoire, au nom de l'entrée dans la communauté internationale, au nom de nos valeurs. Rappelez-vous que, quelles que soient vos opinions et vos médias, l'idée de l'ingérence était très populaire quand même, pendant 20 ou 30 ans. Nous devons nous ingérer dans le reste du monde, bien sûr pas comme à l'époque coloniale, sachant plus habile quand même, enfin un peu pareil, pour imposer nos valeurs partout. Ça c'était les Européens. Vous vous rappelez les personnalités qui mettaient en avant ces concepts d'ingérence, etc. Bon. Et donc les Européens ne croyaient pas du tout que ça puisse changer. Même s'il y a une énorme crise dans le capitalisme spéculatif, c'est pas tout le capitalisme, mais une partie dangereuse du capitalisme, c'est la crise de 2008, les subprimes, même s'il y a eu un leader chinois qui avait changé de ton, Xi Jinping, qui dit depuis qu'il est là, nous allons devenir numéro un. Alors les Occidentaux au début ricanent. Personne ne peut devenir numéro un à la place des États-Unis. Impossible. Et la Chine se développe. Et la Chine commence à dire que votre système ne marche plus. Donc là, il y a une crispation énorme en Occident. Alors je dis Occident, mais je dirais après que je ne sais pas si on peut encore servir du terme. Est-ce qu'il y a un mot commun pour désigner États-Unis, Europe? C'est une des questions d'aujourd'hui, ça. Mais les Européens ont continué à croire à toutes ces idées hyper sympas, je répète, mais disons pas fonctionnelles. Après l'attaque de Poutine en Ukraine, qui, selon les vieux réalistes américains, aurait pu être évitée s'il y a très longtemps, il y a eu un traitement plus réaliste de la question Ukraine-Russie. Et ça, c'est les vieux crabes comme Kissinger, Brzezinski, il y a 30 ans. En tout cas, l'attaque de Poutine n'a pas du tout réveillé l'Europe. Elle a réveillé l'esprit de défense en Europe, dans l'Alliance Atlantique. Ça n'a pas fait avancer d'1 millimètre la défense européenne, auquel ont cru beaucoup de gens en Europe et notamment en France. Donc il y a quand même un énorme choc. Un énorme choc. D'autres aspects du choc, dans Trump. On était habitué à l'Amérique, disons un peu hypocrite, mais qui mélangeait les grands principes, les valeurs universelles et les intérêts américains. Avec des moments choquants comme la guerre du Vietnam, mais beaucoup d'initiatives assez géniales. On s'est perçu maintenant, quand Trump ferme l'USAID, qui est l'énorme machine d'aide en Afrique et ailleurs, des conséquences monstrueuses en Afrique. Ça veut dire que même l'Amérique, même pour les anti-américains qui protestaient, ils doivent reconnaître qu'il y avait une aide gigantesque quand même. Bon, alors Trump, si on additionne, d'abord il y a la guerre commerciale. Les Américains ont imposé au monde le libre-échange systématique. Il n'y a pas de la mondialisation, hein. Il y a des mondialisateurs, elle est mondialisée. L'Amérique a été le mondialisateur en chef, y compris que la Chine, je l'ai dit il y a 3 minutes. Et alors, les Américains, ils ont fait ça parce que c'est notre intérêt. Mais depuis des années, il y avait un sentiment différent dans l'électorat populaire américain, qui était de dire, la mondialisation, ça profite qu'aux Chinois, pas à nous. Les Européens n'ont pas vu ça. L'évolution qui a conduit à l'élection de Trump était pas assurée d'avance, c'est pas évident, mais envisageable.
avec deux mouvements aux États-Unis. Celui que j'ai cité, un mouvement populaire puissant contre l'excès de libéralisation modélisatrice, et deuxièmement, une demande populaire de coup d'arrêt contre le progressisme américain qui est né dans les années 60 sur les campus contre la guerre du Vietnam et qui est devenu le mouvement woke ces dernières années. Et il y a plein d'Américains qui disaient le féminisme a raison même quand ils exagèrent. LGBT, ils ont raison même quand ils exagèrent. Mais la propagande transgenre, jamais. Donc il y a une énorme partie de l'électorat américain, alors notamment les latinos, les Mexicains devenus américains, qui sont catho tradis, on va dire. Ils ont rejeté ça viscéralement. Et on dit les analyses montrent les jeunes noirs protestants évangélistes. Et Trump a fait un score énorme dans ces deux catégories. Alors qu'on se dit les jeunes noirs, ils sont contre Trump. Ben non. La moitié a voté pour Trump. Les jeunes cathos latinos, ils sont contre, non. Donc il y a des éléments très perturbants qui étaient observables à l'avance, pas du tout vus par les Européens, et qui ont amené à l'élection de Trump. Pas avec un écart énorme. Enfin, il a gagné quand même. Il a gagné la présidence, les grands électeurs, il a gagné le vote populaire, il a gagné la Chambre et le Sénat. Alors après, il se lance dans toutes sortes de trucs qui sont sidérants d'un point de vue européen, mais dont certains nous concernent, d'autres pas. J'en ai cité un, la guerre commerciale. Alors les États-Unis mettaient en avant les alliés des États-Unis à leur demande. Et lui, il dit non, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des parasites. Alors ça, pour les Européens, c'est hallucinant. Ils considèrent que tous les pays qui sont alliés dans l'Alliance Atlantique ou dans d'autres accords militaires ou qui ont des excédents commerciaux, ce qui est le cas en partie de l'Europe, sont des parasites. Il y a tout un courant de pensée qu'on a négligé parce que les Européens, les économistes ont pensé exactement l'inverse depuis 30 ans. Mais il y a un courant de pensée qui développe cette idée. Et donc Trump, on dit qu'il est tellement vulgaire, répugnant à tout point de vue qu'on a du mal à analyser, mais en fait, il a des idées fixes. Donc depuis 20 ou 30 ans, il dit ça. Il faut que les États-Unis se libèrent de tous ces parasites. D'où la guerre commerciale dingue. Alors il balaye toutes les pratiques diplomatiques, la courtoisie, c'est même pas, on est au-delà de la courtoisie. Enfin. Il a menacé tout le monde. C'est une sorte de raquette gigantesque. Et en menaçant tout le monde, il obtient une augmentation des droits de douane d'au moins 15%, au minimum, partout. Donc il récupère des sommes gigantesques du monde entier. Et vous avez vu, l'idée, le fait qu'on raconte qu'il est imprévisible, c'est donc contestable, il fait exprès. Il dit un truc, il dit le contraire le lendemain, je suis pas sûr, blablabla. Puis après, boum. Donc il y a une technique. Donc il est assez prévisible, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais il est assez prévisible. N'oubliez, écoutez pas les débats sans arrêt. On est le pays au monde où il y a le plus de débats dans l'information continue. Des centaines d'heures par semaine. Donc 99% est nul, en fait. Il y a énormément de gens qui parlent sans savoir. Là, bon. Là, il faut chercher à la loupe 2-3 personnes qui connaissent leur sujet par rapport. Donc l'attaque commerciale. Donc il est en train d'intimider le monde entier. Vous avez vu que Mme von der Leyen, qui c'est pas la peine de l'attaquer, elle représente, selon les traités, là, la compétence sur la négociation commerciale. Elle n'a aucune compétence sur la défense. Contrairement à ce qu'elle raconte. Mais sur le commerce, oui. Elle représente vraiment les pays européens. Vraiment. Et ils ont tous dit, depuis les menaces de Trump, il faut avaler le truc, sinon c'est pire. En dehors de la France qui disait, il faut répliquer, il faut menacer, Bon. D'abord, la France est tellement endettée maintenant que son poids a vraiment diminué dans le débat politique global. Et d'autre part, les autres pays européens disaient à von der Leyen, non, il faut se calmer, il faut avaler le truc. 15%, c'est moins pire que 30%. Donc la moyenne, c'était 2,4 avant, vous voyez. Donc c'est le résultat. C'est pas que von der Leyen soit mauvaise, c'est pas je sais pas quoi. C'est le fait que depuis plusieurs dizaines d'années, pour des tas de raisons, politiques, psychologiques, sociales, tout ce qu'on veut, l'Europe a décroché en fait. Et les grandes révolutions technologiques, vous savez bien, l'IA, tous les trucs comme ça, l'IA est venue de Chine ou bien des États-Unis. Dans quelques cas rares, il y a Taïwan. Il y a une entreprise géniale aux Pays-Bas
qui fait les micro puces spéciales. Mais globalement, l'Europe a décroché. Donc von der Leyen n'a pas le choix, en fait. Pas le choix, c'est triste à dire. Hein. Ça n'écarte pas la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, bien sûr. Bon, alors dans les autres opérations de Trump, il y a l'opération, disons, immigration. Bon, alors il annonce des tas de trucs, mais en réalité, l'Amérique est comme l'Europe. L'Europe a besoin de plein de gens, en fait. Sinon, les sociétés s'arrêtent. Mais il ne faut pas que ce soit les passeurs qui décident. Donc il y a un gigantesque détournement de l'immigration et du droit d'asile, mais qui va être repris en main disons, dans les années qui viennent. Il y aura une sorte de synthèse entre ce que fait Meloni en Italie et la gauche danoise. Sur un truc simple, on a besoin de plein de gens, mais c'est nous qui devons décider. Immigration bien choisie. Et d'autre part, l'asile doit être préservé, absolument, pour les gens en danger, pas comme détournement. Bon, ça c'est un pronostic. Je ne fais pas une réunion politique, vous pouvez penser l'inverse, hein. Ça ne me dérange pas du tout, mais c'est un pronostic que je fais sur l'évolution de l'Europe dans les prochaines années, qui c'est comparable à Trump. Parce que Trump, il ne peut pas virer tout le monde. Sinon, l'agriculture américaine s'arrête. Et même en Californie, ils ont besoin dans les grandes entreprises de la tech, ils ont besoin d'Indiens qui est bac plus 30, quoi, en gros, comme niveau technique. Bon, il y aura une synthèse, et ça nous concerne moins, sauf par un fait d'imitation ou de reflet. Alors après, il y a le coup d'arrêt écologique. Là, je suis plus engagé, et je pense que c'est un crime contre l'humanité future. Mais je ne crois pas que Trump va réussir à bloquer l'évolution sur l'écologisation de tout. Alors je sais bien qu'en Europe, plein de gens veulent arrêter parce que c'est trop compliqué, mais en réalité, le débat doit porter sur le rythme, les conditions, les procédés de remplacement, etc. Et Trump n'arrivera pas. Alors mon pronostic, là aussi, quoi qu'on pense sur le fond, c'est que Trump ne pourra pas arrêter complètement le processus. Et qu'il y a dans le monde entier des millions d'ingénieurs, de chercheurs, d'entreprises, de banques, de fonds, qui investissent dans la transition écologique, qui va devenir la croissance d'après-demain, même si on est en blocage, là, aux États-Unis et en Europe, parce que c'était trop vite, les gens n'ont pas compris, il va donner un coup d'arrêt. Donc là-dessus, ce que va faire Trump n'est pas tellement différent, à mon avis, une sorte de compromis que j'imagine dans 2-3 ans, de ce que les Européens vont faire. Après, il y a un autre élément qui est très choquant pour les Européens, les gentils Européens, qui ont en tête l'Amérique de Roosevelt jusqu'à maintenant. L'Amérique de nos parents, grands-parents, et maintenant. C'est les ambitions de Trump sur l'Amérique du Nord. Et si vous regardez un peu dans l'histoire, il revient à l'Amérique du 19e. Là, vous oubliez Roosevelt. Roosevelt, Truman, Kennedy, Clinton, machin, tout ça, vous voyez, Obama. Revenez au 19e, où il y a 4 ou 5 présidents américains. D'abord, c'est un pays violent. Historiquement et objectivement, c'est un pays violent. Regardez les assassinats dans les écoles, c'est dément l'histoire des armes, tout ça. C'est un pays qui s'est fait dans la violence. Et au départ, il y avait 13 colonies anglaises. Alors, ils ont mis la main sur les colonies françaises parce que la France n'avait pas été capable de les peupler, de les développer. Donc Bonaparte a vendu la Louisiane, qui était la moitié de l'Amérique de l'époque. Et pas de la Louisiane, c'est monté jusqu'à Chicago. Après, ils ont mis la main sur la Floride. Ils ont conquis l'Ouest. Alors, ils n'ont pas massacré tous les Indiens, mais ils ont tué tous les bisons. Vous voyez, donc, c'est quand même un pays violent. Et après, ils ont mis la main sur le Mexique. Il y a un président américain qui a fait la guerre au Mexique et qui a piqué toute la moitié nord du Mexique. Donc, tout ce qui est le sud de la Californie, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Texas, c'était le Mexique. C'est ça les États-Unis, en fait. D'ailleurs, Trump a mis à la Maison-Blanche un portrait du président Jackson, qui est le président qui a déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Déportation massive, les 3/4 des gars sont morts en route, bien sûr. Là, c'est Jackson. Après, il y a McKinley, il y a Monroe, il y a le premier Roosevelt. Et alors, on est tellement habitués, nous, à l'Amérique idéale d'après la guerre, la victoire contre le nazisme, heureusement, tant mieux. Et après, il y a toute la machinerie, il y a Hollywood, il y a tout le reste. Il y a Marilyn, il y a Kennedy, il y a Hollywood, il y en a Star Wars et compagnie. On est tellement imbibés de ça qu'on avait complètement oublié qu'il y avait une autre Amérique qui existait avant et qui ne
l'alliance, ce qu'on appelait l'Occident, c'est-à-dire l'alliance Churchill-Roosevelt, ça n'est apparu qu'en 41, face à Hitler. Ça a été maintenu face à Staline, à la demande des Européens. Ce n'est pas forcément tous les États-Unis. Alors évidemment, il y a une autre Amérique, mais est-ce que les démocrates vont réussir à reprendre le dessus? J'en suis pas sûr. En tout cas, quand vous êtes étonné des projets de Trump sur le canal de Panama, je rappelle qu'il n'y avait pas de Panama à l'origine. Il y avait la Colombie. Après, il y a eu le canal. Les États-Unis ont provoqué une sorte d'insurrection avec l'indépendance du canal pour mettre la main dessus. Et c'est à l'époque de Jimmy Carter qu'il a accepté de rendre le canal à l'État de Panama, fabriqué par les États-Unis. Et Trump dit, c'est des conneries, ça, je reprends le contrôle. Mais c'est pas complètement inattendu. Hein. En résumé, je m'attends moins à un Trumpisme durable. Peut-être pas avec Trump d'ailleurs. Je pense que Trump va être obligé de se corriger. Et comme vous voyez, il n'est pas idéologique. Il est absolument capable d'annoncer des trucs et de faire le contraire le lendemain. Alors, dans certains cas, j'ai dit c'est tactique. C'est pour dérouter les autres dans la négociation commerciale. Mais face aux grands enjeux, il peut changer. Et s'il voit qu'il va trop perdre les mi-termes, il peut corriger, pour corriger les effets pour l'électeur américain moyen de sa politique commerciale, notamment sur la question du prix à la pompe, qui est importante pour lui. Donc, moi je m'attends plutôt à un Trumpisme, on va dire, rationalisé, un peu, pas trop, un peu, et qui va durer quand même. Alors je ne sais pas si ce sera Vance qui sera le vice-président, qui est le successeur, qui sera élu, mais on ne peut pas l'exclure. Sauf si les démocrates trouvaient quelqu'un de premier plan qui soit capable de récupérer l'électorat populaire, de marginaliser le gauchisme, tout en le gardant quand même un peu, vous voyez. On ne sait pas. Il y a une incertitude. Alors, si c'est Vance, il représente déjà, on le voit maintenant, l'aile la plus dure du Trumpisme. Alors, c'est une aile vraiment traditionnelle, réactionnaire, au sens de réaction contre le progressisme américain. Vance est venu à la grande conférence sur la sécurité en Europe à Munich. Il y avait deux grandes réunions de l'establishment occidental d'avance et de Davos et Munich. Et à Munich, il a tenu des propos qui ont sidéré la population qui vit de l'atlantisme depuis 50 ans, sur le fait que l'alliance, c'était pas évident. Et surtout, il a dit un truc incroyable pour les Européens d'aujourd'hui, il a dit « Vous êtes foutus, parce que vous avez abandonné les valeurs chrétiennes, les valeurs de la famille chrétienne. » Alors les Européens disent de quoi ils se mêlent, et nous on est dans une autre histoire maintenant. Mais il a parlé comme Solzhenitsyn en fait. Solzhenitsyn, l'immense écrivain soviétique, qui avait dénoncé le goulag. Et quand il avait commencé à dire à Harvard, vous êtes fichus parce que vous abandonnez les valeurs chrétiennes, il fallait garder la famille, blablabla, blablabla, l'Amérique a rejeté Solzhenitsyn. Et par un détour inimaginable à l'avance, on entend ce discours qui revient par l'intermédiaire de Vance, qui est un gars sorti vraiment, pas du ruisseau, mais enfin, du fond, qui, par différents procédés, s'est engagé dans l'armée, a été envoyé en Irak et en Afghanistan, a conclu que ça servait absolument à rien. À rien. Il est vraiment isolationniste, lui, en vrai. Et que, d'autre part, les élites avaient menti, etc. Bon. C'est pas forcément le successeur de Trump, mais ça en fait partie. Ça fait partie du tableau. Et les démocrates qui ont essayé de revenir après Trump vont quand même regarder le fait que Vance soit si populaire dans la base MAGA, comme on dit, c'est un signal politique. Pour les gens qui raisonnent politique, pas uniquement à partir de leurs émotions. Bon, vous voyez, ça fait un gros tableau quand même. Je suis toujours dans l'analyse de l'état du monde. Alors, il y a des questions qui vous préoccupent quand vous regardez l'actualité. Qu'est-ce qu'il va faire en Ukraine? Bon, l'idée de Trump, c'est que normalement, le président des États-Unis, il n'a pas à s'embarrasser de dizaines de pays qui comptent pour du beurre, comme vous, et il doit parler aux Russes et aux Chinois. Il ne veut pas dire qu'il est d'accord, mais il doit parler de façon musclée, mais c'est à eux qu'il faut parler. Donc il avait déjà dit à l'avance, il n'est pas surprenant, hein,
il avait déjà dit à l'avance qu'en fait, il devait se débarrasser. Attendez, je cherche mes lunettes. Il faut que je vérifie parce que si j'ai oublié au restaurant, il faut qu'on s'arrête. Elles sont là. Ah, mais j'en ai deux. Très juste. Je croyais chercher les autres, en fait. Alors. Donc, Trump avait mis en avant l'idée qu'il allait se débarrasser de l'Ukraine, hein, pas de l'Ukraine, du conflit en Ukraine, qui n'aurait jamais dû exister, et qu'il allait la régler ça en 24 heures. C'est évidemment absurde comme affirmation, mais ne soyez pas étonnés si je vous rappelle que, pas les Américains actuels, mais les Américains d'il y a 30 ans, après la fin de l'URSS, donc la réapparition de l'Ukraine, et de la Biélorussie, etc. Les vieux crabes réalistes comme Kissinger et Brzezinski ont dit pendant des années que l'Amérique s'était totalement plantée dans la gestion de l'Ukraine. Quand vous entendez ça aujourd'hui, on ne pourrait pas le dire sur LCI, parce que si quelqu'un dit ça sur LCI, il est traité d'agent de Poutine et on lui coupe la parole. Mais il y a de grands penseurs américains qui pensaient, après la fin de l'URSS, donc il y a 30 ans, hein, je ne parle pas d'il y a 5 ans, qu'il fallait faire de l'Ukraine un pays neutre, trouver un statut différent pour la Crimée qui n'est pas plus ukrainienne que n'importe quoi d'autre, et avoir des garanties mutuelles et un grand accord de sécurité en Europe avec la Russie dedans, pas du tout par amour de la Russie, au contraire, pour surveiller la Russie. Ce qu'il y avait pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, quand l'URSS et les États-Unis se menaçaient d'anéantissement nucléaire, il y a eu des négociations. Et personne ne disait des bêtises à l'époque du genre, on ne peut pas négocier avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs. On négociait avec qui alors? Dans ce cas-là, vous voyez, beaucoup d'absurdités ont été dites. Et donc, Kissinger, Brzezinski, des gens moins connus comme Mearsheimer, mais maintenant Graham Allison, le plus grand historien américain, Jeffrey Sachs, ils disent maintenant, 2025, l'engrenage qui conduit à l'attaque de l'Ukraine aurait pu être empêché par une politique américaine intelligente pendant 10 à 15 ans après la fin de l'URSS. Je ne vous parle pas du Poutine actuel. Hein. On parle de Yeltsin, Poutine numéro 1, Poutine numéro 2, Medvedev. Donc il y a un débat. Avant Trump, quand c'est dit par Trump, c'est dit tellement violemment, de façon tellement odieuse sur le plan humain ukrainien, qu'on rejette. Mais vous allez, je ne sais pas ce qui va sortir de la rencontre en Alaska, mais Trump, il veut relancer la relation, ils vont se sortir de l'affaire de l'Ukraine d'une façon ou d'une autre. Il sera sans doute un gel sur les positions acquises, pas d'accord de paix, c'est pas possible. Et après, nous, les Européens, seraient chargés de redresser l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine moins le Donbass, vous voyez. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a d'ailleurs J'ai entendu un humoriste, je ne sais plus sur quelle radio, qui disait, puisqu'ils se rencontrent, peut-être que Trump va proposer de rendre l'Alaska à la Russie, en fait. Vous voyez ? Parce que l'Alaska n'est russe que depuis 1867. Donc il lui dirait, allez, tu gardes la Crimée, on s'en fiche, et puis là, je te file l'Alaska. Un autre humoriste dans le débat que j'ai entendu disait, non, il faudrait en profiter pour proposer Mayotte, en fait. À un des deux, on ne sait pas lequel. Mais, bon, donc, si on revient sérieux, Trump veut se débarrasser du sujet, mais il n'a pas fait ce qu'il avait annoncé. S'il avait fait ce qu'il avait annoncé avant, il aurait laissé tomber l'Ukraine le premier jour, le 21 janvier. Il aurait arrêté l'armement, le financement et les informations militaires. Il n'a pas fait. Il n'a quand même pas osé. Vous voyez, il y a des moments où Trump fait un peu gaffe parce que c'est pas plus populaire dans son électorat. Les gens sont isolationnistes, mais anti-Poutine. Il y a un mélange des deux. Donc tout ça, je ne sais pas ce qui va se passer en vrai, mais le plus probable, c'est une sorte de compromis un peu vaseux, quoi, mais sans accord. Et quand Trump va relancer la relation avec Poutine, il va dire, j'ai eu un succès géant avec Poutine. Vous voyez, il parle comme ça. Hein. Donc maintenant, je vais aller à Moscou, on va relancer des projets, etc. Les 3/4 de l'Europe vont dire, c'est honteux, c'est un nouveau Munich. Un truc qu'on entend tous les 15 jours depuis 100 ans. Bon. Nouveau Munich, abandon. Mais comme Trump va développer les relations avec la Russie,
les Européens ont un choix très difficile. Est-ce qu'on condamne ça pour des raisons morales, éthiques, abandon d'une partie de l'Ukraine, nanana, ou est-ce qu'on est obligé de... On va empêcher Trump de définir tout seul, sans nous, nos relations d'avenir avec la Russie. Vous voyez le dilemme? Alors les Baltes vont dire on ne peut jamais parler avec la Russie. La Pologne un peu, et l'Allemagne dira peut-être un peu, quoi, en étant prudent. Ça, c'est dans les choix à venir. Dans les autres domaines, sur la question Moyen-Orient, on voit que Trump s'est aligné sur les plus durs, des alliés de Netanyahou, tout en étant quand même obligé un peu, dans certains cas, de ménager son opinion. Quand toute la machinerie Netanyahou disait il n'y a pas de famine, c'est une invention des Palestiniens, blablabla, Trump dit non, ces gens se meurent de faim, on le voit. Donc il n'est pas complètement aligné en fait. Il est en train de se passer un phénomène avec d'énormes conséquences, qui est que la durée de ce conflit interminable et terrible est en train de réveiller une lutte terrible au sein des Israéliens et des Juifs dans le monde, et au sein des Palestiniens. Donc ça nous renvoie à une bagarre qui dure depuis longtemps, et moi j'ai connu les grands leaders des deux côtés qui cherchaient le compromis territorial. Il n'y a pas d'autre solution en fait, il y a d'autres scénarios, il n'y a pas d'autre solution. Donc moi j'ai connu Rabin, Peres, Olmert, etc., tous les gens qui avaient combattu les Palestiniens toute leur vie, et qui disaient, bon, il faut un compromis territorial. Et j'ai connu l'époque où Arafat se détachait de ses extrémistes à lui, ancêtres du Hamas, vous voyez, en acceptant de chercher le compromis politique. Bon, tout ça a été balayé par Netanyahou depuis 15 ans, qui disent avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien. Ben, dessus, il a réussi jusqu'à maintenant. Et on est dans un moment où, apparemment, Netanyahou a gagné, même s'il est très contesté sur le plan interne. Il tient quand même la majorité à la Knesset. Et Trump le soutient, mais pas complètement. Par exemple, dans l'affaire de l'Iran, Netanyahou essaie d'entraîner Israël dans la guerre depuis le mois de février. Trump a résisté 4 mois. Finalement, il a accepté de frapper, mais pas d'entrer dans la guerre. Il a frappé parce que les Américains veulent se venger de l'humiliation d'autrefois, le renversement du régime du Shah, l'occupation de l'ambassade. Et Israël voulait vraiment l'engager dans la guerre, sur le terrain. Mais Trump, là, c'est un des points, il ne change pas. Il a promis qu'il n'engagerait jamais, jamais les États-Unis dans une guerre au sol. Mais frapper, ouais, vous voyez, un exemple d'évolution de Trump limité. Mais il n'est pas complètement au genre de Netanyahou, presque moins que les démocrates d'avant. Ce qui m'amène à une interrogation que je formule devant vous, même si je n'ai pas la réponse, c'est que si Trump veut relancer les accords d'Abraham, qui est un truc inventé il y a quelques années pour liquider la question palestinienne, parce que les gouvernements arabes qui n'ont rien à fiche des Palestiniens veulent normaliser qu'Israël, c'est l'avenir, la puissance, la richesse, la technologie, etc. Et ils étaient tous venus sauf l'Arabie. Parce que les autres, ils n'ont pas de population, donc c'est pas dangereux. Si la population est furieuse, c'est pas grave. Non, il n'y en a pas. Alors l'Arabie avait hésité. Après, il y a eu le 7 octobre qui a réveillé un gigantesque mouvement de solidarité pour Israël, qu'Israël a dilapidé en allant bien au-delà des représailles normales. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense, qui a été limogé 6 mois après, l'a été par Netanyahou parce qu'il disait la représailles militaire est terminée. Il n'y a pas d'autre objectif militaire. Or, Netanyahou a besoin de la guerre, sinon il va finir devant la justice. C'est un peu comme Poutine qui a besoin de garder les gens mobilisés, vous voyez. Alors, soyons plus concrets. Si Trump veut relancer les accords d'Abraham pour faire entrer dans le jeu l'Arabie, qui avait refusé, l'Arabie s'est dirigée, il y a un roi Salman, c'est pas l'Arabie saoudite, c'est l'Arabie salmanite maintenant. Il y a un putsch. Le vieux roi Salman, qui est à moitié dans les vapes, mais qui est encore roi quand même. Et donc MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui a pris le pouvoir complet. Vous savez, il a mis en prison 1000 princes qui coûtaient un fric monstrueux à l'Arabie tous les jours. Il les a fait payer, il a raquetté, il a fait du Trump, quoi. Il a raquetté tout ce monde à lui. Et donc Trump le pousse de rentrer dans les accords d'Abraham. Et MBS dit, mais moi je ne peux pas y aller, je veux bien y aller sur le fond. On va normaliser Israël un jour, bien sûr, bien sûr.
Mais on ne peut pas, avec les horreurs de Gaza. Impossible. Alors, si Trump insiste, Trump peut dire dans ce cas-là, tant pis, j'abandonne les accords d'Abraham. S'il en a vraiment besoin, pour des raisons stratégiques, pour des raisons financières, pour des raisons familiales, les affaires en commun entre les deux familles. Il dit à MBS, il faut y aller quand même. L'autre dit, mais je ne peux pas, s'il n'y a pas quelque chose pour les Palestiniens. Ah oui, ça avait été inventé pour qu'il n'y ait plus rien pour les Palestiniens. Vous voyez l'astuce. Donc c'est très intéressant. Regardez ça dans les semaines qui viennent. Est-ce que l'Arabie bouge ou pas? Et vous le verrez au moment d'une réunion en septembre, puisque le président Macron a relancé une vieille idée française, de Mitterrand d'ailleurs, de mars 82, sur l'État palestinien, ce qui veut dire un partage territorial, ce dont ne veut pas Netanyahou, qui veut uniquement la domination juive israélienne, et dont ne veut pas le Hamas. Ce n'est pas un cadeau au Hamas. Le Hamas ne veut pas l'État palestinien. Parce que la solution à deux États, c'est-à-dire Israël et l'État palestinien. Le Hamas veut un seul État islamique. Donc ce n'est pas du tout un cadeau au Hamas. Et là, les médias se sont beaucoup plantés là-dessus. Mais je n'ai pas la réponse. Je vous ai donné les données. Mais la réponse, c'est ce que l'Arabie dit. Ok, je viens avec Macron. Allez, on y va. On va vers la reconnaissance. Mais il faut quelque chose, il faut une autorité palestinienne. Pas le Hamas, évidemment. Mais même pas la vieille autorité palestinienne, incapable, corrompue, etc. Donc une nouvelle autorité. Si vous entendez ça en septembre, dites-vous que pour la première fois depuis très longtemps, il y a peut-être une chance de processus. Peut-être. Mais Netanyahou fera tout pour que ça n'ait pas lieu. Trump, ça dépendra de MBS. Et le Hamas fera tout pour tuer les gars. D'ailleurs, si on arrive à inventer une nouvelle autorité palestinienne, c'est tout à fait possible. Il y a des leaders palestiniens en prison, il suffit de les sortir et de les transformer en leaders. Il faut qu'Israël soit obligé. Il faut les protéger jour et nuit. Parce que je rappelle depuis 50 ans que Sadat, qui avait normalisé, était tué par un islamiste égyptien, Yitzhak Rabin, le grand homme d'État d'Israël, qui avait conclu qu'il fallait un compromis, a été tué par un juif extrémiste, qui était dans un des partis qui est maintenant au gouvernement. C'est le parti de Smotrich. Bon, ce que je vous décris d'ailleurs, c'est pas tellement une lutte entre Israéliens et Arabes en fait, c'est une lutte à l'intérieur des Israéliens et à l'intérieur des Palestiniens. Une lutte féroce qui peut passer par l'assassinat. On verra. Alors Trump, il s'en fiche un peu, à mon avis. Il est en gros pour Netanyahou, mais pas au point de le suivre sur n'importe quoi. Je voulais donner quelques exemples. Et il s'intéresse à la relance des accords d'Abraham, en fait. Donc on verra. Pour le reste, le sujet qui est derrière tout ça, c'est la Chine, en fait. Enfin, le vrai sujet du monde, c'est le compte à rebours écologique. Ça, c'est le vrai sujet global, menaçant pour tout le monde. La question climatique, biodiversité. Quand on descend d'un cran et qu'on va dans la géopolitique, le vrai sujet, c'est que la Chine veut devenir numéro un. Je ne sais pas s'ils sont capables, mais ils veulent devenir numéro un. Et l'Amérique dit, jamais. Il n'y aura jamais un autre pays numéro un que nous. Voilà l'enjeu. Alors après, vous allez me dire, j'ai rien dit sur l'Europe. C'est trop triste. Alors j'en viens à qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, je recommande la lucidité. C'est moins pire d'analyser le monde à partir de ce que j'ai dit, même si c'est pas rigolo, que d'être dans une sorte d'inquiétude confuse, diffuse. Il faut analyser les raisons d'être inquiet plus ou moins. Après, il n'y a pas de scénario de guerre générale. Il y a des scénarios de dégradation régionale, mais pas générale. Donc je commence par la lucidité. Lucidité. Faites lire à vos enfants, petits-enfants, des analyses de géopolitique vraies, pas idéologiques. Après, le choc est beaucoup plus violent pour les Européens, je l'ai dit, que pour les autres. Les Chinois, ils se disent, on est tellement puissants que Trump a quand même un peu peur de nous. Et on voit qu'il y a une sorte de compromis armistice entre les deux qui se dessine.
Poutine, il a des moyens de résister, beaucoup, parce qu'il n'y a pas de contrainte vraie sur lui. Et personne ne va déclencher la guerre nucléaire mondiale contre la Russie. Mais en dehors de ça, les Européens, ils sont, à mon avis, encore plus embêtés que l'Inde, qui est très embêtée parce que Trump veut punir l'Inde, qui continue à acheter du pétrole russe. Trump veut punir le Brésil, parce que le Brésil condamne l'ancien président, qui était une sorte de sous-Trump local, et qui a violé toutes les lois, donc Trump est solidaire. Bon. Et donc, dans le fameux Sud global, qui est très hétéroclite d'ailleurs, il y a quelques leaders qui se mettent en avant, et que Trump veut écrabouiller quand même. L'Inde, le Brésil, quelques autres. Mais il a d'autres chats à fouetter, il va tout faire en même temps. Donc ça revient sur l'Europe. Alors, les Européens sont en première ligne, je vous ai dit, sont déstabilisés par la fin de la libre-échange généralisé, par la fin de la négociation à l'européenne, correcte, de bonne foi, par l'ébranlement anti-progressiste. Ce n'est pas tous les Européens, mais disons, une bonne moitié des Européens sont très déboussolés par ça. Et donc, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? Alors, d'abord, ne pas se faire d'illusions sur le droit international. Je regrette de dire ça, il y a peut-être des élèves ou des profs de droit dans la salle, mais le droit international, personne ne peut l'imposer. Donc, si vous avez aux États-Unis puissance numéro 1 qui dit c'est pas mon sujet, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans des meetings, c'est pas un meeting, ça, c'est une réunion sérieuse, et dans les meetings avant, on aurait dit on va le faire condamner par la communauté internationale. Mais elle n'existe pas. C'est un objectif. La seule chose qui représente un peu la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 5 membres permanents. États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France, grâce à Churchill. Enfin, on est dedans, droit de veto. Mais on ne peut pas condamner les États-Unis, ils sont dedans. Donc oubliez tout ce que vous entendez. C'est pas sans intérêt. Il y a plein d'articles pour démontrer que Trump viole toutes les lois internes américaines, bouscule la Cour suprême, que ceci, cela. Mais oui, d'accord, so what? Qu'est-ce qu'on fait après? Et là, je reviens à mon constat, désolé, de tout à l'heure. Moi, je ne tape pas sur Madame von der Leyen. Je ne crois pas qu'elle n'est pas excellente, mais enfin, c'est pas sa faiblesse à elle. Elle représente très bien l'État des Européens, qui ont cru pendant des décennies qu'ils pouvaient, encore une fois, faire une société idéale, protégée par les États-Unis, on l'oublie, on va pas en entendre parler, et qui arrivera à s'entendre avec un peu tout le monde, quoi. Et donc, soit les Européens finissent par se réveiller, et se réveiller, c'est pas rigolo, ça veut dire travailler plus. Je ne vais pas faire de politique, c'est pas, comme ça, c'est pas un meeting, mais je rappellerai que la France est le seul pays développé où les gens pensent qu'on n'est pas obligé de travailler plus. Donc les Chinois eux-mêmes reculent l'âge de la retraite des Chinois. Le gouvernement espagnol, qui a fait une politique de gauche, que les gens de gauche en Europe, un peu désespérés, trouvent super bien. Il a maintenu la retraite à 67 ans. Et en faisant ça de son prédécesseur, qui était un dirigeant de gauche modéré, on va dire, lui il est plus à gauche, ça lui a donné une marge de manœuvre pour prendre plusieurs petites mesures sociales sympathiques en Espagne. Il a maintenu la retraite à 67 ans. La plupart des pays d'Europe, ils sont à 65, 6, 7, 8, 9, certains discutent sur 70. Alors après, quelle est la répartition dans la vie, dans l'année, dans la journée, la semaine, j'en sais rien. Mais je suis obligé de dire ça, et encore une fois, c'est pas une ronde politique. Je suis obligé de dire ça parce que moi, je raisonne mondialement. Enfin, je suis pas un génie mondial, je raisonne par comparaison mondiale. Donc, si l'Europe doit se redresser, dans la mesure où on n'est pas en mesure de répliquer à Trump maintenant, on a inventé un truc génial qui est l'instrument anti-coercition au niveau européen, qu'on a adopté pendant la première présidence Trump. Aucun Européen n'en a parlé, là, ils ont super la trouille. Ils ne veulent surtout pas que Trump entende dire que l'Europe envisage de le mettre en œuvre.
Sinon, on va passer de 15 à 20% hein, dans le droit de douane. Donc, on est obligé de passer par quelque chose et on retombe sur disons, le verrou démocratique. Si les gouvernements démocratiques en Europe, quelle que soit leur ligne, n'arrivent pas à convaincre les gens qu'il faut travailler plus globalement, produire plus, alors il faut le faire intelligemment, il faut négocier, il y a plein de trucs. Il ne faut pas le faire brutalement. Si on n'y arrive pas, je ne vois pas comment l'Europe peut se redresser. On n'arrivera pas à réindustrialiser. L'idée, pendant le Covid, vous vous rappelez, on se dit c'est quand même absurde de dépendre de la Chine pour les masques et de l'Inde pour les médicaments. Donc on a vu qu'on avait tout largué pendant des années, mondialisation. C'était moins cher. Donc on est obligé de faire un chemin pénible. C'est des cathos, je veux dire, un chemin de croix, bon, pour revenir sur les 30 années de mondialisation heureuse, rappelez, heureuse. Il faut donc travailler plus intelligemment, mieux payer, tout ce qu'on veut, mais travailler plus, investir plus. Et ça plus, mais pas dans n'importe quoi. Il y a des domaines où on n'arrivera jamais à relancer le textile en Europe, par exemple. La différence de coûts de rémunération, ceci, cela, entre le Pakistan et le Bangladesh et l'Europe, on n'y arrivera pas. Même si on souhaite que leur niveau de vie s'améliore sans arrêt. Bon, on n'est pas les maîtres du monde, on ne va pas recoloniser le monde. N'oubliez pas que les Occidentaux ont dominé le monde pour évangéliser, coloniser, endoctriner, démocratiser, etc., etc. Bon. Mais c'est fini. C'est fini. On est là. L'Europe est sans doute le rassemblement des plus belles sociétés qu'on ait jamais vues. Même quand les gens vivent mal, ils vivent beaucoup mieux que la poubelle partout dans le monde. Hein, pour ça, sinon les gens ne voudraient pas venir, sans arrêt. Bon, mais on n'est plus les maîtres du monde. On a des valeurs auxquelles vous tenez, comme moi, mais on ne peut plus les imposer. On peut les imposer par la guerre, ça ne marche plus. Par les sanctions, ça ne marche plus. Par l'ingérence, ça ne marche plus. On peut faire des discours, d'accord, mais ça ne marche pas. Donc, c'est très compliqué parce que les Européens, notamment les Français, ont cru l'inverse de ce que je vous raconte, mais de façon très sincère. Et énormément de gens de bonne foi qui ont vraiment cru depuis très longtemps qu'on avait une sorte de mission particulière. Quand Jules Ferry disait, dans les langages de l'époque, il ne faut pas être scandalisé, c'est artificiel, les races, il disait les races, tout le monde disait les races à l'époque, ou le dire les peuples. Bon. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Alors aujourd'hui, ça choque si on est épidermique, mais ça voulait dire il ne faut pas être égoïste. On ne doit pas simplement se développer de nous-mêmes. On doit faire bonifier les autres de tous nos progrès à nous. Techniques, institutions, l'éducation et compagnie. Bon, et beaucoup de gens en Europe, malgré la guerre, malgré l'effondrement de la France en 1940, malgré les décolonisations, continuent à penser comme ça. On a une sorte de rôle spécial. Mais quand aussi vous voyagez dans le monde, je veux donc vous dire, nous on adore l'Europe, c'est passionnant, on y va en vacances, mais c'est pas vous qui allez définir nos critères en fait. Donc il y a une sorte de truc à avaler, un peu pénible, pour aboutir à des relations. On parle de partenariat avec l'Afrique et compagnie. Le vrai partenariat, c'est ça. Mais il y a énormément de gens, encore une fois, très sincères, très militants, moins égoïstes que les autres, qui ne pensent pas à ça, etc., qui sont confrontés à un phénomène très très choquant pour les gens de bonne foi. Pour payer l'État, tout le fonctionnement social, les aides et compagnie, on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers mondiaux. Alors jusqu'à maintenant, la dette française était excellente, mais comme les prêteurs mondiaux ont des doutes sur l'avenir de la France, pas tellement telle ou telle partie, mais l'instabilité, on va dire, ça commence à être de plus en plus cher. Donc on commence à emprunter plus cher que les Italiens, ou les Espagnols, ou les Portugais. Bon. Donc, en tout cas, ceux qui ont en tête une réponse, on va dire, souverainiste classique, ils n'ont pas tort sur tous les sujets, les souverainistes, mais une réponse radicalement souverainiste doivent se dire, ça fonctionne s'il y a un régime musclé. Hein. Il faut au moins faire l'équivalent du général de Gaulle en 1958, avant qu'il soit président du Conseil.
quand il applique le plan Armand-Rueff, qui est un plan ultra-libéral, qui a dynamisé incroyablement l'économie française. Et il a quand même négocié, il avait dit « J'accepte le marché commun, qui est très bon pour l'industrie allemande, mais je veux qu'on sauve l'agriculture française. » Ce qui a permis de faire la PAC, qu'on a réformé 36 fois, mais qui existe encore par rapport à ça. Et après, il faut se remuer plus. Quand on a adopté l'euro, suite à la négociation très intelligente de Kohl-Mitterrand, on a pensé que c'était cool. Grâce à l'euro, on était protégé. C'était une erreur, en fait. Il fallait continuer le travail pour la compétitivité. Ce qu'ont fait les Allemands, Schröder et d'autres. Et les Pays-Bas. Plein d'autres, mais pas nous. Bon, bref, une des réponses aussi que vous allez entendre dans les prochains mois, c'est la réponse un peu souverainiste. L'hypothèse où elle serait soutenue par les... Alors il y aura une réponse tout à fait inverse, qui est une réponse fédéraliste. Dans les journaux économiques, pour ceux qui lisent les Échos, des choses comme ça, vous verrez des articles pour dire c'est la preuve qu'il faut aller plus loin dans l'intégration. Donc c'est la vision, pas Delors. Delors n'avait pas cette vision, mais Pascal Lamy, par exemple, vous voyez, choses comme ça. Bon, moi je pense que ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y aura jamais de soutien populaire sur cette ligne. La ligne d'intégrationniste, ça veut dire transférer encore plus de pouvoir à la Commission. Réduire encore plus les pouvoirs non seulement des régions, mais du gouvernement français, ou allemand, ou italien. Bon, donc je pense que il n'y aura jamais de consensus démocratique sur cette réponse-là, en fait. Donc, mon pronostic, à moi, c'est que les deux versions extrêmes que j'ai mentionnées devant vous ne seront pas soutenues. Les versions carrément souverainistes, carrément fédéralistes. On va être dans la situation actuelle et qu'il faut, disons, avec le même système, le faire fonctionner beaucoup mieux. Et c'est tout à fait possible que s'il y ait une majorité des gouvernements dans l'Europe des 27 qui arrive à reprendre en main la Commission, et même dans les domaines où elle a la compétence exclusive, c'est-à-dire la négociation commerciale. Donc c'est pas une question de changement de traité. Moi je suis pas pour les changements de traité parce que on se bat pendant des années, on se met jamais d'accord sur le nouveau traité. Quand on se met d'accord, c'est dans des années, et finalement il est rejeté. Alors parce qu'il y a toujours un tiers des Européens qui dit non. Donc il faut éviter cette perte de temps. Donc je suis pour une reprise en main classique, volontariste, à condition que le cheminement que j'ai décrit, qui n'est pas tellement politique, qui n'est pas tellement institutionnel, qui est essentiellement mental, est créé dans la tête de tous les Européens. Là, on est en Creuse, mais on pourrait être au fond de l'Allemagne ou de la Suède. Hein. Il crée une sorte de disponibilité des Européens à une Europe beaucoup plus, pas offensive, mais qui veut enfin s'instaurer comme un pouvoir qui compte pour négocier enfin avec le successeur de Trump une relation plus équilibrée, pour dissuader Poutine, pour négocier sur des bases différentes avec la Chine et dissuader l'islamisme, ce que nous demandent tous les dirigeants musulmans. Tous les dirigeants musulmans du monde nous demandent une sorte d'alliance contre l'islamisme, en fait. Il faut arrêter de mélanger les deux. Hein. Et pour ça, il faut que l'Europe pèse. Si on fait des déclarations comme ça et que les autres vous disent « mais regardez, dans quel état vous êtes ?» Vous ne pouvez pas vous impressionner. Donc j'ai pas de solution plus miraculeuse que ça. Bon, alors je ne parle pas de ça du tout là-dedans. Je vous ai fait une sorte de réunion d'actualité qui est un programme sans lettres, mais qui n'est pas un programme politique, en tout cas, que personne ne se retrouve dans ce que je dis. Hein. Personne ne sera d'accord avec ma conclusion. En tout cas, là-dedans, je parle d'un peu tout. Je mets beaucoup d'histoire, parce qu'on ne comprend rien si on n'a pas l'histoire en tête. Et j'ai tout réécrit, sauf le jeu de César, par exemple. J'ai rien changé. Alexandre le Grand, Jean Giscard. Mais il y a la mise en perspective, parce qu'il faut avoir une vision d'histoire longue. Voilà, j'espère que je ne les ai pas accablés. J'espère avoir fait l'inverse, mais je ne suis pas sûr.